Bonjour à tous et bienvenue dans ce live AFF, le 17e live et le dernier de l'année, euh, pour vous présenter la checklist du fundraiser. Avant de démarrer, je me permets de vous rappeler les prochaines dates de l'AFF. Donc, sur la partie des webinaires, en janvier, on aura un webinaire sur le café joyeux et sur son modèle économique et sa stratégie de collecte, qui sera animé par Laure Kepes, qui est responsable du fundraising au café joyeux. Et sur l'autre date, le temps fort de l'AFF, on aura donc la conférence de fundraising pour l'enseignement supérieur et la recherche, qui se tiendra donc en 100% digital, même si on aurait aimé en hybride ou en présentiel, mais voilà, étant donné les conditions sanitaires, ça se fera donc en 100% digital. Ça sera donc les 8 et 9 mars prochains. On va vous proposer des sessions participatives pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des échanges de pair à pair tant que possible. Et sur les temps forts de cette conférence, il y aura notamment une table ronde sur comment se dessine l'enseignement supérieur de demain, l'ESR, une cause en danger ou une cause en danger, le défi d'un modèle économique à repenser, avec notamment la participation de Virginie Dupont, qui est vice-présidente de la CPU, et Laurent Champanet, qui est donc président de la Conférence des grandes écoles. Et cette table ronde sera animée par Joël Echevarria de Toulouse School of Economics. Sur les prochaines conférences, il y aura donc la conférence dédiée au secteur de la santé qui se tiendra en digital le 7 avril et le séminaire qui se tiendra en présentiel le 21, 22 et 23 juin prochain. Je vais laisser donc Vivien présenter donc, ce 17e live. Et je vous rappelle que on prendra les questions et réponses au fil de l'eau de la session et je ferai remonter les questions. Et par ailleurs, donc, le replay de cette session sera disponible a posteriori. Donc Vivien, je te laisse présenter la session. Merci à tous. Merci Héloïse pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Je suis Vivien Berger, je suis responsable marketing et communication à l'AFF. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce live AFF et je suis ravi d'accueillir Sylvie Cornu de l'Institut IDEAS et Catherine Sudre de Cause & Co. Nous allons vous présenter aujourd'hui le travail qui est un fruit d'une collaboration entre l'AFF, IDEAS et Cause & Co, la checklist du fundraiser. Donc, la checklist du fundraiser, pourquoi est-ce qu'on a créé ce guide? C'est vraiment, on a voulu proposer une brique aux offres de formation à l'AFF et le guide des bonnes pratiques qui est mis à disposition par IDEAS. Et cette checklist vient vraiment se positionner entre nos deux structures et entre nos deux outils. Alors, à qui se destine cette checklist? Elle se destine à tous les fundraisers et autres, toutes les personnes qui ont à traiter de collecte de fonds aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants dans le métier du fundraising qui n'ont pas forcément l'occasion de se former. Et c'était important pour nous, pour ces novices en fundraising, de pouvoir avoir un premier outil à leur disposition, mais également pour les plus expérimentés, qui puissent avoir un guide qui vient leur rappeler toutes les bonnes pratiques, parce que c'est vrai que le cadre juridique et fiscal, le droit, entre autres choses, ça évolue beaucoup et ça fait toujours du bien d'avoir un outil auquel se référer. Alors, cette checklist, elle ne vient pas en remplacement du guide d'IDEAS ou des formations qui sont dispensées par l'AFF. Ça vient vraiment en complément, puisque l'AFF, je le rappelle, c'est un organisme de formation avant tout. On a une offre de formation qui est très diversifiée à destination des professionnels de la collecte de fonds, tout secteur. On a également une activité d'information à travers un cycle de conférences et de séminaires et une vie associative
très forte dans toute la France, qui est animée dans quasiment toutes les régions de France, puisque nous, on croit vraiment, c'est là l'ADN de l'AFF, que c'est par l'échange entre pairs que se fait la montée en compétences. Donc, moi, je trouve vraiment que ce guide, il vient servir la mission de l'AFF et j'en suis vraiment ravi. Et je vais passer tout de suite la parole à Sylvie Cornu de l'Institut IDEAS qui va se présenter. Bonjour à tous. Alors, Viviane nous a un petit peu parlé d'IDEAS, mais pour vous rappeler, en fait, l'Institut IDEAS existe depuis 15 ans. Notre action, c'est diffuser des bonnes pratiques sur le fonctionnement des associations. Nous avons un guide de 90 bonnes pratiques qui permet vraiment de faire un 360 du fonctionnement de l'association, qui va traiter de la gouvernance, de la gestion financière et du pilotage et de l'évaluation des actions. Nous avons plusieurs solutions pour aider les associations à s'approprier ces bonnes pratiques. Des solutions autonomes, vous avez un autodiag qui vous permet de faire de la sensibilisation. Nous avons une web série avec des épisodes de témoignages d'organismes labellisés. Et nous avons le plus connu, un accompagnement jusqu'au label IDEAS qui concerne donc les 90 bonnes pratiques du guide IDEAS des bonnes pratiques. Alors, pourquoi cette collaboration avec l'AFF? Donc, elle est tout à fait naturelle, comme l'expliquait Vivien, car nous avons un objectif commun, c'est vraiment la montée en compétence des acteurs de la solidarité. Aujourd'hui, on va parler fundraising. Ce n'est pas le métier directement d'IDEAS, mais une bonne stratégie de recherche de fonds doit se concevoir en lien avec la stratégie globale de l'association. Donc, le fundraising doit pouvoir s'articuler avec les fondamentaux de l'organisation, comme le plan stratégique, comme sa charte éthique, etc. Donc, il nous a paru tout à fait naturel de faire cette collaboration et cette checklist. Vous verrez tout au long de la checklist, vous avez des bonnes pratiques qui sont dans le guide des bonnes pratiques IDEAS qui est disponible sur notre site gratuitement. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Vivien pour vous présenter le fonctionnement de la checklist. Merci Sylvie. Alors rentrons dans le vif du sujet et dans le guide, des pages de présentation un peu institutionnelles, et nous arrivons sur le guide en lui-même que nous vous proposons sous un format Prési, un format interactif, sous la forme de cette magnifique, disons, marguerite. Comment est-ce que ça fonctionne? Puisque vous vous posez tous la question. On rentre, par exemple, dans la bonne pratique numéro 1, vérifier le cadre légal, éthique et moral. Vous avez la bonne pratique qui vous est expliquée. Et on a voulu, sous forme de bulle, donc toujours de manière très interactive, pouvoir vous permettre de rentrer un peu plus en détail, ici dans l'éthique de la relation donateur, par exemple, pour poursuivre, aller plus loin dans la bonne pratique. Et pour chaque bonne pratique, toujours des témoignages d'experts. Ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir ces témoignages pour venir illustrer et donner surtout voilà, un avis d'expert et un œil d'expert sur nos sujets. Voilà, donc pour chaque bonne pratique, au moins un témoignage pour venir l'illustrer. Donc, je reviens à notre magnifique Marguerite et je vais passer tout de suite la parole à Catherine Sudre de Cause & Co qui a vraiment travaillé et rédigé ce guide. Merci beaucoup Catherine, j'en profite pour te remercier pour ce magnifique travail et je te laisse la parole. Tu n'as pas ton micro, Catherine. Excusez-moi. Bonjour, merci Vivien, merci Sylvie et Loïse, et puis bonjour à toutes et tous. Alors évidemment, présenter cet outil en 1 heure, c'est toujours un peu une gageure et je tiens à ce que vous ayez encore de la fraîcheur et envie de le visiter par vous-même. Donc on va le parcourir assez rapidement et puis il y aura un sondage qui vous permettra peut-être de nous dire s'il y a une pratique que vous voulez que nous approfondissions et on se prêtera au jeu pour y répondre. Alors, on va quand même balayer le guide pour que vous ayez un petit peu une idée de la teneur de ce document. Je reprécise, ce n'est pas un guide des techniques de fundraising, car là, il y a d'autres outils et l'AFF notamment en a publié.
on est bien sur une liste de points de vigilance qui peuvent vous aider, vous guider pour être plus efficace dans votre collecte et voire aussi pour éviter de prendre des risques. Et là, je pense aux gens qui sont appelés à collecter de façon, je dirais, spontanée, sans préparation et sans expertise. Mais ça peut être utile aussi, comme l'a dit Vivien, à des personnes plus chevronnées qui ont envie de faire un petit point et de s'assurer qu'elle est dans les clous. Donc, nous allons commencer par la bonne pratique numéro 1, qu'on va ouvrir dans les grandes lignes. Alors, cette bonne pratique, elle répond à 3 grandes questions. Est-ce que je suis éligible à la collecte, mon organisation? Est-ce que j'ai le droit d'accorder un reçu fiscal aux donateurs ou aux mécènes? Est-ce que ma collecte est cohérente aussi par rapport en termes d'éthique, par rapport aux projets associatifs et aux ambitions de l'organisation? À savoir, est-ce que je me connecte à des financeurs qui ont des valeurs communes ou pas? Et le 3e point, c'est est-ce que la collecte, la manière dont je collecte, les outils que j'utilise, les images et les mots respectent la dignité et les valeurs des bénéficiaires. Ça, c'est un point très important. On pense notamment quand on parle de personnes handicapées ou de personnes très fragiles. Ce sont des points vraiment très importants parce que parfois, on met les outils de collecte ou la réalisation des outils de collecte dans les mains de personnes qui n'ont pas, je pense à des personnes en externe notamment, qui n'ont pas forcément ce cadre de réflexion. Donc, il vous appartient à vous, fundraiser, de pointer ces éléments-là et de bien discerner. Alors bon, si je devais à nouveau donner quelques exemples sur la dimension éthique aussi de la relation donateur, je fais un lien avec le respect de l'ensemble des parties prenantes. IDEAS a pointé cela en disant respect des donateurs et des partenaires. Peut-être Sylvie, tu en dis 2 mots? Sur la gouvernance, pardon, j'étais en train de répondre à une question du chat. Oui, en effet, sur le cadre légal, le guide des bonnes pratiques a plusieurs objectifs, notamment une charte d'éthique et de déontologie. Donc, quand vous êtes labellisé IDEAS, vous avez obligatoirement une charte d'éthique et de déontologie. Cette charte va expliquer notamment les modes de relation qu'entretient l'entité avec ses parties prenantes, dont les bénéficiaires. Donc, il est important pour nous que la structure ait réfléchi à l'avance quel rapport elle peut avoir avec ses bénéficiaires. Par exemple, quand vous faites une campagne, si vous interdisez de montrer des bénéficiaires, voilà, ça sera un point de vigilance pour le fundraiser. Autre chose, il y a aussi l'objectif, un respect des donateurs, des financeurs et des partenaires. Et pareil, c'est dans la charte de déontologie de recherche de financement pour la collecte. Ok, merci Sylvie. Donc, vous voyez, il y a des passerelles entre les deux outils, je dirais, sachant que l'outil IDEAS est beaucoup plus large et beaucoup plus profond, mais ça peut être intéressant pour vous de vous plonger successivement dans l'un et dans l'autre. Je vous propose de passer à la bonne pratique numéro 2. Sur la bonne pratique numéro 2, en fait, c'est un peu le tour d'horizon que je dois faire avant de me lancer dans la collecte ou de lancer une collecte, sachant que plus c'est réfléchi, plus c'est partagé en interne, mieux le fundraiser se sentira sécurisé. Il y a ça aussi, puisque nous, à l'AFF, on se place du côté des fundraisers et de la sécurisation aussi de leur mission. Donc, il y a un questionnement par étapes qu'il convient de discerner, de travailler avec sa gouvernance. Ça, c'est très important, que vous ne partiez pas dans votre feuille de route avec les mauvaises décisions, si je puis dire. Il s'agit de faire des choix dans la manière de collecter. Donc, bien sûr, la première question, on l'a évoquée dans la partie juridique, est-ce que mon organisation est habilitée à recevoir des dons?
Ça, c'est un statut. Est-ce qu'elle peut recevoir des legs? Encore là, un autre statut. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais c'est très important parce que ça va déterminer votre modèle économique de collecte et donc vos actions de collecte. Se poser aussi la question, puisque je parle de modèle économique, de quelle place le fundraising va avoir. Pour une organisation qui a des prix de journée ou qui a de fortes subventions, peut-être que les dons privés seront non pas secondaires, mais en tout cas un complément. Pour d'autres organisations, notamment de plaidoyer, qui n'ont aucune subvention, ça va être vital d'avoir de la générosité du public. Donc, ça va déterminer fortement l'énergie et la puissance que vous allez mettre dans votre collecte. Après, il y a des éléments, je dirais, d'ordre plus, comment dirais-je, fiscaux. Hein. Bien distinguer le mécénat du parrainage, ou ce qu'on appelle sponsoring, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Et enfin, je dirais, si vous deviez retenir de ce guide quelque chose, peut-être pour les novices, de faire l'exercice du SWOT, hein, cette méthodologie qui permet d'étudier les forces, les faiblesses de l'organisation, les opportunités, les menaces. J'entends bien faire un SWOT de collecte, pas un SWOT générique sur la viabilité de l'organisation ou la pertinence de son action. Là, vraiment, c'est de se poser les bonnes questions. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que Viviane, tu peux afficher quelques freins. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, typiquement, est-ce que j'ai des freins et ça va mieux en les ayant identifiés? Est-ce que ma cause est difficile à expliquer? Est-ce que la capacité juridique de l'organisation me limite dans ma collecte? Est-ce que j'ai des équipes pour travailler le fundraising et lui donner de la puissance? Est-ce que j'ai un réseau pour ouvrir des portes d'entreprises ou de grands donateurs, etc., etc. Donc, effectivement, cette étape du questionnement, pour revenir peut-être à la bonne pratique, elle est pour moi cruciale parce que c'est là où on ne se raconte pas d'histoire et où on travaille en réalisme avec le besoin. Viviane, si on peut revenir sur la bonne pratique. Oups, voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la bonne pratique numéro 2, qui est connectée à la numéro 1, c'est-à-dire que si je me suis posé les bonnes questions, peut-être que tu peux l'ouvrir? Oui, voilà. Voilà, elle se connecte à la bonne pratique numéro 1, c'est-à-dire que je crois que je me suis trompée. Pardon, Viviane, nous allons à la 3, qui est connectée à la 2. Désolée. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de bâtir une stratégie. Bon, vous avez le cercle vertueux de la structuration d'une stratégie, mais je dirais qu'il y a 2 pieds dans cette stratégie, c'est de bien définir ses besoins et ensuite de bien définir les moyens et les cibles que vous allez approcher. Et l'idée d'une stratégie, c'est une notion de temps, c'est-à-dire je ne travaille pas au coup par coup, même s'il y a des opportunités que je veux saisir tout de suite. Je réfléchis ma stratégie de collecte et je la connecte à des besoins sur au moins 3 ans. Donc, travailler cette stratégie sur au moins 3 ans. Et je prépare une demande financière avec des projets et des missions bien décrites pour approcher des donateurs et les convaincre de mon besoin. Valider ma stratégie, c'est aussi en vérifier en quoi elle est connectée et cohérente par rapport à la stratégie globale de l'association. Ça, c'est une grande comment dirais-je, recommandation de IDEAS dans ses bonnes pratiques. En effet, Catherine, donc le guide des bonnes pratiques dans la partie gouvernance rappelle un objectif essentiel. Il faut avoir un plan stratégique à moyen terme réfléchi, documenté. Quand on dit moyen terme, c'est 3 à 5 ans et cette nécessité est vraiment importante pour le fundraiser. Il faut qu'il s'appuie sur le plan stratégique pour être cohérent. Oui, parce qu'en fait, effectivement, selon que la structure va créer, acquérir des établissements, créer une nouvelle activité, s'adresser à une nouvelle public de bénéficiaires, cette stratégie sur les missions sociales, elle doit être assortie d'une stratégie sur les financements et donc sur le fundraising. Ça paraît évident, mais on a encore parfois des cas où c'est un petit peu décorrélé.
Et ça donne beaucoup plus de force de présenter une stratégie intégrée. Voilà, donc effectivement, je pense qu'on peut passer à la bonne pratique numéro 4. Décidément, les chiffres aujourd'hui. Là, il s'agit fort de cette stratégie de bien prioriser les actions de fundraising, donc le ciblage. Donc, prioriser, je ne peux pas, étant donné ma structure, mon budget, courir tous les lièvres à la fois. Donc, je dois prioriser et aller d'abord sur les meilleurs potentiels. Donc, ça m'amène à dire comment je vais prioriser selon que je souhaite collecter auprès du grand public, au plan national ou au plan local, selon que je souhaite m'adresser aux entreprises et leurs fondations, selon que je souhaite m'adresser à des grands donateurs, personnes fortunées, fondations familiales. Dans le guide, vous verrez, bon, on montre qu'il y a des implications différentes en termes d'investissement, temps et financier. Mais si je devais résumer le mode de fonctionnement, c'est de bien se poser la question de cette cible a-t-elle un intérêt sincère et réel pour ma cause ou pour mon organisation? Donc ça, c'est des informations qu'on peut collecter en testant l'approche auprès de quelques donateurs ou mécènes potentiels. Est-ce que cette cible a une capacité de don par rapport à mon besoin? Je vais donner un exemple. Parfois, on peut penser que les adhérents d'une association vont être les premiers donateurs. Ça n'est pas aussi évident que ça. Ou que les bénévoles, ou bien que les bénéficiaires ou les proches de bénéficiaires vont faire les dons. Ça n'est pas évident du tout. Ça peut être de fausses bonnes pistes, d'où l'intérêt quand même de sonder, tester et de bien vérifier que les cibles ont une capacité de don. Enfin, la notion de proximité. La proximité, ça peut être la proximité géographique. Bon, c'est clair qu'avec la montée du mécénat local, on voit que ça peut être plus intéressant de solliciter une ETI ou une PME en proximité que d'aller m'agglutiner dans des appels à projets de très grandes fondations d'entreprise. Bon, c'est schématique, mais c'est un peu une image. Ou bien ça peut être une proximité de personnes, c'est-à-dire j'ai une porte d'entrée. Et si j'ai une porte d'entrée, une relation, une personne qui peut m'introduire, ça peut être un élément facilitateur qui va primer sur la thématique que j'ai pu repérer dans certains fichiers. Voilà, bon, c'est un gros sujet, donc là aussi à étudier de près avec du temps pour le faire. Peut-être passer à la bonne pratique 5. On a choisi ces cibles, donc ça nous amène aux canaux et aux outils de collecte. Et ça va être très, très important de les travailler pas à pas. Donc, c'est vrai que la première question, c'est est-ce que j'ai tous les outils? Donc, les outils, ça peut être est-ce que j'ai une base de données? Est-ce que j'ai un site Internet à jour et documenté? Est-ce que mes fichiers sont bien travaillés, respectent le RGPD, etc., etc. Là, on est sur de la technique. Mais aussi, les outils, c'est les ingrédients que vous allez mettre dans votre collecte. Donc, le discours de collecte, par exemple, est-ce que j'ai les mots justes, les bonnes images, est-ce que c'est sincère, est-ce que ça va toucher mes publics de collecte? Est-ce qu'en termes d'organisation, j'ai du carburant en interne, donc des bénévoles ou des opérateurs terrain pour témoigner, mais aussi de l'aide pour gérer la relation donateur. Si j'ai plusieurs actions de collecte, peut-être que je ne peux pas travailler seule, et donc comment je me fais aider? Est-ce que je me fais aider par des bénévoles qualifiés que je forme petit à petit, ou est-ce que je me fais aider par des prestataires externes? Ça peut être un questionnement, ça dépend vraiment de la taille de vos actions. Et puis, si je choisis des experts, bien sûr, s'assurer que vous vous rapprochez d'organisations qui ont la culture du fundraising et qui ne partent pas peut-être dans des techniques de communication qui seraient trop décalées par rapport à votre univers. Bon, ça, c'est un conseil d'expert.
Pensez aux outils de mesure, j'en parle lors de la bonne pratique numéro 7, mais les outils de mesure, c'est un point très important qui va permettre de façon itérative d'année 1 en année 2, de rationaliser et peut-être de réduire le nombre de cibles ou de vous concentrer sur celles qui sont les plus efficaces par rapport à votre organisation. Pour faire ça, il y a aussi la synergie entre la communication et la collecte. Ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. Et là aussi, dans l'organisation, la bonne méthode, assurez-vous que entre les communicants, la gouvernance qui communique, le service communication, le service collecte, il y a une vraie cohérence des prises de parole, cohérence dans le temps et surtout cohérence sur le fond. Et là, il y a un outil un peu simple, mais qu'il faut essayer d'installer, c'est ce comité de pilotage, au moins une fois par mois, se rencontrer pour s'assurer qu'on va communiquer de façon cohérente, notamment en termes d'agenda, qu'il n'y aura pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, des couacs entre les uns et les autres. Ça paraît simple, mais ça peut se produire encore. Voilà, on peut passer à la bonne pratique numéro 6. Catherine, je me permets de t'interrompre. On a une question, mais sur le point précédent, une personne qui souhaiterait en savoir plus sur finalement comment identifier la capacité de don de votre donateur. Voilà, comment on s'y prend. Alors, c'est une vaste question, mais peut-être que tu peux en dire quelques mots. Oui. Alors, je vais le décliner selon la cible. La capacité, c'est une capacité financière, une capacité d'engagement. La capacité financière, quand on parle du grand public, il y a aujourd'hui des outils sur les bases de données pour scorer vos fichiers. Là, bon, je ne peux pas les détailler, mais il y a des outils possibles qui permettent de savoir si vous avez une base de données d'une taille suffisante, je précise, de les rapprocher de bases de données qui donnent le pouvoir économique du donateur, est-ce qu'il peut faire du don IFI, etc., etc. Si vous n'avez pas une taille de base de données suffisante, vous pouvez aussi questionner vos donateurs habilement, sans les agresser, pour voir où ils se situent en termes financiers. La capacité psychologique à donner, c'est plutôt du sondage qualitatif pour comprendre si la cause les motive ou les agresse. Bon, il y a des causes qui peuvent les motiver, il y a des causes qui sont trop douloureuses et qui peuvent les agresser. Ça ne se trouve pas dans les bases de données, il faut interroger. Si je parle des entreprises, eh bien, sur les entreprises, vous avez beaucoup de documentation, donc il faut vérifier si elles ont une fondation, si elles ont un budget de mécénat. Tout ça, normalement, ça se trouve sur Internet. Et puis, bon, dans votre relation, vous pouvez explorer. Voilà. Pour les grands donateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a, bien sûr, sur les très grandes familles, des classements. Des classements de fortune. Mais bon, on peut avoir du grand donateur, je dirais, moins identifié. Et là, c'est de la relation interpersonnelle pour essayer de savoir si cette personne a une capacité à donner 10 000, 20 000 ou 100 000. Donc, c'est de la prospective intuité personnelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près. Merci Catherine. Alors, on attaque la bonne pratique numéro 6 qui est capitale pour sécuriser la gestion des dons et savoir fidéliser. Dans cette bonne pratique, on a plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a la délivrance des reçus fiscaux qui est le minimum syndical pour satisfaire vos donateurs qui attendent cette défiscalisation, enfin pour certains. Mais surtout, on a le sujet capital de la transparence de l'utilisation des dons et de l'information des donateurs. La transparence, c'est effectivement de s'assurer que l'association a des outils de gestion qui lui permettent de préciser dans les grandes lignes comment l'argent de la générosité est utilisé. Comment, pendant combien de temps, pourquoi faire, etc. Sans parler de traçabilité totale, parce que parfois, il y a des financements qui viennent financer le fonctionnement global de l'organisation. Il y a un certain nombre d'outils
Notamment, bon, vous pouvez vous référer à des organisations qui ont déjà ces outils, l'outil de l'essentiel, qui est un petit outil d'analyse financière, peut être intéressant. Ça, c'est un point aussi très, très important pour IDEAS, puisque le financement et la gestion sont un des pieds sur lequel IDEAS travaille. En effet, Catherine, donc je rappelais que le guide des bonnes pratiques IDEAS comporte 3 grands champs, la gouvernance, la finance et tout ce qui est évaluation et pilotage. Et donc, dans la partie finance, nous avons un objectif qui est très important pour nous, qui est une information financière de qualité, lisible, accessible et largement diffusée. Cet objectif-là est chez nous décliné en 7 bonnes pratiques. Pour en citer qu'une, on insiste vraiment sur le fait que la présentation de l'information financière doit être adaptée au public visé pour faciliter sa compréhension. Le petit donateur n'est pas expert comptable, il faut vraiment faire un travail d'explication, de pédagogie et de finesse dans la présentation des chiffres et d'explication des comptes. Alors, c'est très parlant ça, parce que vous avez des associations qui font un rapport moral et financier qui mettent le compte de résultat. Alors là, bon, effectivement, vous perdez le petit donateur. Donc, cette pédagogie, ça veut dire qu'effectivement, il faut simplifier, vulgariser. Et puis, bon, il y a ce qui paraît sur Internet. Il y a encore beaucoup d'associations qui ne publient pas du tout de notions financières sur Internet. Mais à minima, sur vos rapports moraux et financiers, là aussi, le compte de résultat, c'est bien, mais une simplification, une explicitation est vraiment utile et nécessaire. Et là aussi, vous avez plein d'exemples. Rapprochez-vous d'associations qui sont un peu plus matures que vous pour structurer cette information et ce reporting. Dernier point sur cette pratique, c'est l'information des donateurs, parce que c'est leur premier contre-don, ou le deuxième après la défiscalisation, mais la gouvernance, c'est très important. Dans certaines gouvernances, la culture financière est faible, donc c'est encore plus important qu'ils comprennent quels sont les économiques de la collecte, parce que s'ils ne comprennent pas cette structure économique, ils ne seront pas en capacité de vous aider à investir sur la collecte notamment. Donc, bien leur expliquer ce que coûte la collecte, ce qu'elle rapporte et en quoi elle contribue aux missions sociales. Ça, c'est capital, donc ça se travaille, c'est de l'argumentation en interne. Il faut vendre en interne son plan de financement et de collecte. Voilà. Catherine, je me permets de t'interrompre. On a 2 questions, donc, notamment une sur est-ce que finalement, une question, je pensais que désormais les reçus fiscaux devaient être envoyés systématiquement aux entreprises et non plus uniquement sur demande. Tout à fait. Normalement, on est obligé de le faire depuis 2020, je crois. Le texte date de 2020. Merci. Et sur la seconde question, c'est une question sur les outils. Est-ce que vous avez des outils de gestion simples à conseiller pour gérer l'attribution des dons à différents programmes? À différents programmes. Je pense que ça doit être pour ventiler, je pense. Flécher. Voilà, flécher, oui. Alors, bon, moi, je ne suis pas expert de l'organisation associative, mais en revanche, vous pouvez, dans votre base de données de collecte, avoir connecté des dons à des programmes. Ça, c'est sûr. Dans les CRM de collecte de fonds, même les plus simples, vous pouvez avoir des affectations de campagnes de dons. D'accord. Rapprochez-vous de votre gestionnaire de base de données qui va vous aider à structurer ça. Ça, c'est tout à fait possible. Merci, Catherine. On a un peu de temps, donc si vous avez une autre question, sinon on continue et puis on... Je pense qu'on peut continuer pour l'instant. D'accord. Alors, la 7e bonne pratique, c'est une capitalisation de tout ce que l'on vient de dire, puisque c'est le cercle vertueux. On a commencé à collecter, on a testé, on a mieux compris la capacité de don des différentes cibles, on a mieux compris les moyens pour adresser ces cibles, on a mieux compris le retour sur investissement de différentes actions de collecte, selon que j'ai fait de l'événementiel, du mailing, du digital, je comprends mieux ce qui marche pas, ce qui marche à court terme, ce qui peut marcher à moyen terme, et donc comment je l'orchestre.
C'est tout ça que l'on met en perspective dans une bonne pratique qui consiste à bien mesurer. Donc, bien mesurer, c'est prendre le temps d'étudier, mais c'est aussi via votre CRM ou vos outils sur du mécénat d'entreprise, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un CRM, surtout si vous êtes une petite structure. En revanche, vous pouvez, comment dirais-je, évaluer le temps et l'énergie que vous avez dépensé sur certaines sollicitations, certains appels à projets et identifier les retours sur investissement de ces différentes démarches pour viabiliser. En marketing direct, c'est beaucoup plus facile puisque vous avez voilà, un petit outil de pilotage qui va vous permettre de comprendre combien m'a coûté l'acquisition d'un donateur, combien me coûte un donateur en fidélisation par an. On a voilà, des moyens assez simples de rationaliser cela, mais ça va être capital pour que demain, vous soyez vraiment efficace dans la manière comment dirais-je, d'accueillir la connaissance, la data, comme on dit, et de la transformer en élément de décision pour votre collecte. Et donc, comment dirais-je, ça se connecte aussi aux bonnes pratiques d'IDEAS sur les outils de pilotage de l'action, mais aussi pilotage des finances. Oui, tout à fait. Donc pour IDEAS, il est important dans la partie du guide qui est sur pilotage et évaluation, un des objectifs est des outils de pilotage comme aide à la décision du fundraiser, mais aussi la décision du CA. Donc il est important pour nous qu'une association mette en place des outils de mesure des résultats pour partager les enseignements et éclairer les choix pour optimiser le modèle économique de collecte, évidemment. Et un autre objectif, nous demandons des mesures pour évaluer l'efficacité, l'efficience et évidemment l'impact. Merci. Alors tout ça, ça a quelle vocation? Ça a vocation à vous rendre plus expert sur votre collecte. Ça vous permet de sécuriser votre modèle économique à court, moyen et long terme. Et ça vous permet aussi, ça c'est notre grand dada à l'AFF, d'acculturer l'organisation. C'est-à-dire que plus vous êtes intelligent en collecte, plus il faut le faire savoir. Plus vous êtes efficace, plus il faut le faire savoir, car cela va permettre de convaincre notamment la gouvernance et la direction financière de vous accorder d'année en année un budget plus consistant, si c'est nécessaire, pour collecter. Ça vous permet aussi de motiver les bénévoles que vous associez à vos actions de collecte. Et ça vous permet aussi, dans certaines conditions de communication, de remercier de façon plus spécifique les donateurs ou les grands mécènes qui sont heureux d'être associés à votre cercle vertueux. N'oubliez jamais que l'information voilà, d'efficacité ou de réalisation d'atteinte de vos objectifs intéresse vos parties prenantes. Donc, ça vient nourrir la communication de l'organisation. Voilà, je crois que j'ai survolé ce guide. Je crois que Vivien et Loïse, vous avez prévu un petit sondage. Alors, juste... travail. Ah, une question, Héloïse, avant? Oui, peut-être une question avant le sondage. Est-ce que vous avez des préconisations à nous recommander pour identifier nos cibles, des outils, par exemple, en accès libre ou des interlocuteurs territoriaux incontournables? Alors, il n'y a pas d'outils, enfin, tout dépend des cibles. On a 3 grands marchés, on va dire, le grand public, les entreprises et les grands donateurs. Sachant que le LEG, c'est une cible qui est connectée au grand public ou aux grands donateurs. Comme je vous disais, il n'y a pas un outil qui va décider pour vous, il n'y a pas un cerveau externe qui va décider pour vous s'il faut choisir l'axe grand public, l'axe entreprise ou l'axe grand donateur. En revanche, dans le SWOT, il y a des questionnements qui peuvent assez vite vous guider vers OK, c'est pour moi, c'est pas pour moi. De même, dans la bonne pratique, savoir choisir ses cibles aussi. Et en appliquant le triptyque, comment dirais-je, intérêt, capacité, proximité, là aussi. Et enfin, pour ce qui concerne le grand public, c'est très simple. Est-ce que vous allez avoir les moyens d'entretenir une base de données et de
solliciter régulièrement des petits donateurs et est-ce qu'ils ont une capacité de don régulier. Et ça, effectivement, assez vite, pour des petites structures qui sont sur des causes un peu pointues, qui ne sont pas grand public, la décision peut se faire assez vite d'aller vers l'entreprise ou plutôt vers les entreprises. Le pouvoir d'attraction de votre cause ou de votre activité vont parler pour vous aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas de mode magique pour décider à votre place. Donc Oui, là, juste, vous pouvez vous rapprocher aussi de pairs ou de concurrents s'ils sont dans des bonnes dispositions pour partager avec vous le savoir ou d'experts conseils. Oui, merci Catherine. C'est vrai qu'il y a justement une question en lien aussi finalement de quand on part de zéro sur le mécénat, comment construiriez-vous votre cible en quelques points? Ça rejoint ce que tu disais. En mécénat d'entreprise uniquement, c'est ça? Je pense, oui. D'accord. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus facile à structurer parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur les entreprises, que ce soit dans les chambres de commerce, les différentes bases de données, entreprise.com, etc. En revanche, le grand conseil, c'est de travailler la proximité et notamment le local parce que toutes les études sur le mécénat montrent qu'aujourd'hui, le potentiel de croissance du mécénat ne se fait pas tant sur les grandes entreprises qui sont déjà très, très, très sollicitées, mais plutôt sur les entreprises de territoire, ETI, PME. Si toutefois vous avez un terreau, et encore une fois, si vous envisagez le mécénat, partez de votre premier cercle, vos administrateurs, vos bénévoles, certaines familles de bénéficiaires qui peuvent être aidants pour se connecter à des entreprises. Merci Catherine. On va lancer le sondage peut-être. On va laisser Catherine reprendre son souffle et vous faire travailler un tout petit peu. On va vous proposer un sondage. Vous allez sélectionner la bonne pratique que vous souhaiteriez voir approfondir par Catherine tout de suite. Et puis, en fonction du temps, on en approfondira une ou deux. Donc, je vous les rappelle. La première, vérifier le cadre légal, éthique et moral. La numéro 2, se poser les bonnes questions avant de se lancer. En 3, vérifier que la stratégie est réaliste. En 4, savoir choisir ses cibles de collecte. En 5, ajuster les outils et méthodes à sa structure. La numéro 6, sécuriser la gestion des dons et la relation donateur. Et enfin, la bonne pratique numéro 7, mesurer les succès avant de réinvestir. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage et Héloïse nous donnera le top 2 de vos résultats pour que Catherine puisse approfondir les thèmes qui vous sont les plus chers. Catherine et Sylvie. Catherine et Sylvie, bien sûr. Merci Sylvie, je vois ta moue. Alors, j'en profite pour compléter, je ne l'ai pas cité, mais sur le mécénat, il y a aussi des outils de l'ADMICAL, qui est une association qui fédère des entreprises mécènes, qui a un certain nombre d'outils et qui publie des études, une étude annuelle sur les tendances du mécénat, qui est assez utile pour travailler. Je complète ta réponse, Catherine. En effet, l'ADMICAL propose un e-répertoire des mécènes qui est accessible suite à une adhésion en ligne. Il y a aussi le site des entreprises pour la cité qui est Mécénova, qui publie aussi pas mal d'informations du côté des mécènes. Alors, je dirais oui, tout à fait. J'avais une réserve, mais qui n'est pas, je dirais, contre ces organisations. Mais en ce qui concerne le guide ADMICAL, si j'ai un bon souvenir, c'est les entreprises qui renseignent ce guide. Et parfois, ça demande d'être remis à jour. Donc, un conseil, ça vous permet de pointer des cibles, mais pour ce qui est des chiffres ou des engagements, ça peut être utile d'aller sur le site Internet de l'entreprise, le site de la fondation ou les engagements RSE. Voilà. Alors, merci. Si vous voulez, je peux vous donner donc le top 2. Ouais. Les réponses, c'est donc vérifier que la stratégie est réaliste et savoir choisir ses cibles de collecte. Ah. Ouais, bon. Alors, on va aller sur vérifier la stratégie réaliste.
Et ça prouve simplement, Catherine, que tout ça se fait aussi en live. Oui, tout à fait. Alors, on y va. On va aller sur définir ses besoins. Si on m'enlève le thème qui barre ma... Attends, c'est à moi de l'enlever. Voilà. Hop. Définir ses besoins. Typiquement, quand je travaille avec des organisations nouvelles qui commencent le fundraising, j'ai des organisations qui me disent au secours, là je suis soutenue ou incubée par une fondation, mais dans un an c'est fini, il faut que je trouve de l'argent. Donc il y a deux grandes choses à faire. Un, s'asseoir à la table avec la gouvernance pour comprendre quelle est l'ambition de l'organisation sur ses missions sociales. Donc qu'est-ce que ça va coûter de développer les missions sociales? Est-ce que je vais me déployer? Est-ce que je reste petit? Compte tenu de cela, je vais définir des besoins pour le fonctionnement, pour certains programmes, pour l'équipement, pour l'acquisition d'un lieu. Tout ça, ça fait l'objet d'un budget. Je vais, en tant que fundraiser, prendre ces données pour définir ce que je dois collecter en année 1, en année 2 ou en année 3. Et la plupart du temps, je m'aperçois qu'on arrive à faire l'étape numéro 1 qui est de dire combien d'argent il faut pour que la boutique tourne sur les 3 ans à venir. En revanche, c'est assez compliqué de travailler en analytique par ligne d'action ou de programme. Or, c'est bien ou c'est mal, les grands mécènes travaillent par projet ou par programme. Donc, mon conseil récurrent, c'est de dire préparez quand même cette analytique par projet ou par programme, car sinon, vous allez vous heurter à des fondations d'entreprises notamment qui diront « je ne finance pas le fonctionnement de l'association ». En revanche, il y a quand même des astuces honnêtes, hein, qui est de dire j'ai 3 modes d'action. Je suis une association qui fait de la sensibilisation. Voilà, je sais dire ce que coûte la sensibilisation dans l'organisation. Je suis une association qui fait de l'accompagnement. Je sais dire ce que coûte l'accompagnement. Et puis, je suis une association qui fait de la recherche ou de l'innovation. Je sais dire ce que coûte l'innovation et le développement. En faisant cela, vous allez déjà donner du relief à vos demandes financières et pouvoir proposer un catalogue de programmes ou d'actions un peu différents. C'est contraignant, mais c'est vertueux pour intéresser les donateurs. Enfin, le point très important, c'est de bien définir vos besoins financiers, donc demander de l'argent, mais n'oubliez pas que les entreprises sont de plus en plus friandes de mécénat de compétences, donc identifiez les compétences dont vous pourriez avoir besoin. Et puis, si typiquement vous créez un atelier d'insertion, de formation à la cuisine, pensez à l'acquisition des matériels. Ça peut intéresser certaines entreprises de territoire de défiscaliser en fournissant du matériel. Deuxième point, avoir un positionnement lisible. Il y a des causes ou des actions où vous allez être en forte concurrence avec des acteurs qui, je dirais, en façade sont similaires. C'est-à-dire, bon, je fais de l'accueil, je fais de l'insertion, je fais de l'accueil d'enfants en difficulté, je m'occupe des personnes âgées. L'important dans cette démarche, ça va être de faire ressortir, bien sûr, la qualité de votre action, mais les spécificités qui sont propres à votre organisation dans la manière de servir la cause et d'accompagner les bénéficiaires. Bâtir une offre de collecte et un argumentaire ajusté, c'est directement corrélé au point numéro 1, savoir décrire les besoins et décrire les demandes financières. Définir un objectif de collecte réaliste, là, bien sûr, c'est ne pas surpromettre, notamment à votre gouvernance, l'acquisition de moyens. Si vous répondez à des appels à projets de fondation d'entreprise ou de fondation tout court, c'est très aléatoire puisqu'il y a beaucoup de candidats. L'idéal étant, bien sûr, effectivement, d'essayer d'identifier quelques premières cibles que vous pourriez engager en pluriannuel. Et c'est ça aussi qui est important, identifier des besoins en pluriannuel, c'est votre capacité à demander de l'argent, non pas sur un one-shot, mais sur 1, 2 ou 3 ans. Et c'est là où vous atteindrez une plus grande visibilité et sécurité de votre collecte. Structurez votre plan de collecte, ajustez le ciblage, ça se connecte à la bonne pratique suivante, mais vous n'allez pas
vous connecter à la France entière si votre association a une mission sociale sur un seul département ou une seule région. Ça paraît évident, donc ne vous éparpillez pas, travaillez des moyens de ciblage qui vont être cohérents par rapport à votre modèle, votre périmètre d'action. Peut-être qu'on peut revenir sur, voilà, là, et aller sur valider la stratégie, qui fait partie de cette bonne pratique. Pensez à impliquer votre gouvernance au bon niveau, ayez un rendez-vous régulier avec les personnes qui vont participer à la stratégie de collecte. Et donc, créer un comité de collecte avec les porteurs de projets. Les porteurs de projets, ils savent vous dire si le projet 1 ou le projet 2 est viable à 3 ans, combien il coûte, et il est important de le consulter. Et puis, bien sûr, appuyez-vous sur des experts pour développer votre stratégie. Vérifiez que vous avez les moyens économiques et techniques d'aller vers le grand public, d'aller vers les entreprises ou les grands donateurs. Alors, j'avais noté, Héloïse, tu me recadres, qu'effectivement, il y avait valider la stratégie et voilà, savoir choisir les cibles de collecte. Alors, on va rentrer dans prioriser, je pense. Non, alors c'est dans, pardon, c'est le deuxième. C'est les joies du direct. Voilà. Catherine, on a juste une petite question sur la session, la thématique précédente. D'une personne qui demande si on peut demander des financements pluriannuels, donc comme tu disais sur 3 ans, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à 5 ans, 7 ans ou 10 ans? Est-ce que c'est peut-être un peu trop on peut présenter un ambitieux? Voilà, on peut présenter un plan de financement à 5, 7 ou 10 ans. C'est très intéressant parce que ça montre même vis-à-vis des bailleurs publics que vous avez un plan de financement bien étudié, réaliste, qui tient compte de tous les paramètres. Mais sachez que la demande financière, rarement on peut aller au-delà de 3 ans. Merci. Alors, pardon, on est donc sur nos cibles, nos canaux. Oui. Donc là, vous avez sous les yeux effectivement les principales cibles. Le mécénat et le partenariat d'entreprise. Là, je rappelle qu'il ne faut pas confondre mécénat et parrainage. Donc, il faut être sûr qu'en mécénat d'entreprise, vous avez une convention de mécénat et qu'en partenariat, vous avez une convention de partenariat. Ce qui est important, c'est que le mécénat, vous n'allez pas avoir beaucoup de dépenses et beaucoup d'outils techniques. C'est beaucoup de relations interpersonnelles, de rencontres, de réseautage, j'allais dire. Mais ça va demander du temps dès lors que vous aurez des mécènes, car il va falloir assurer la relation mécène, informer régulièrement sur l'utilisation des dons, remercier, peut-être créer un club mécénat, avoir des événements, des lettres d'information. Donc, il faut s'engager quand on va chercher des mécènes à les soigner. Les collectes en entreprise, là je fais un focus, elles se développent de plus en plus. Il y a les arrondis sur salaire, il y a les défis de collecte que certaines entreprises organisent à certains moments de l'année, et puis il y a des crowdfunding que certaines entreprises souhaitent organiser. Donc là, c'est aussi un peu de temps pour assurer une bonne relation avec l'entreprise et s'assurer aussi que les collectes se font dans les règles éthiques que j'ai évoquées à la bonne pratique numéro 1. Donc là aussi, quelqu'un qui est capable de s'occuper de la relation entreprise. Les fondations et fonds de dotation, c'est surtout un gros travail de repérage pour être dans les bons appels à projets et sur les bonnes thématiques. Là, l'ADMICAL, mais aussi CareNews publie régulièrement les appels à projets. Et puis, quand vous rentrez en relation avec ces fondations, les appels et dossiers d'appel à projet, je ne vous apprends rien, sont très chronophages. Et je vois certaines associations de petite taille qui, à un moment venu, se rendent compte qu'elles passent peut-être trop de temps sur les appels au projet au détriment de relations interpersonnelles avec certaines entreprises. Pour le grand public, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est un process industriel. Donc, on va dire que soit ce sont des collectes en peer-to-peer à travers du crowdfunding ou à travers des partenaires
ou des entreprises de territoire, soit réellement vous avez un potentiel de collecte, je dirais, national, et vous vous engagez dans l'organisation d'une collecte grand public avec une base de données, des envois de messages papier, digitaux, des événementiels. Et là, c'est 1 à 3, voire 10 personnes selon la taille de votre collecte. Donc, clairement, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un vrai métier sur lequel il faut s'appuyer sur des experts. Les libéralités, c'est pour certaines organisations, sur certaines causes, un très bon levier. C'est un très bon levier si vous avez déjà une base de données de donateurs âgés. C'est un bon levier aussi si vous avez des grands donateurs d'un certain âge. L'impératif, c'est d'avoir au sein de l'organisation ou à proximité une personne qui est capable d'assurer la relation de testateur, c'est-à-dire qui a une éthique, qui a une formation à la relation de testateur et une délicatesse pour assurer une relation qui est quand même très particulière. Donc là aussi, on peut s'appuyer sur des experts pour bien se former au départ. Merci Catherine. J'ai une question sur la cible entreprise à nouveau. Il y a une personne qui dit que finalement, il y a quand même des difficultés à avoir... Enfin, quand on est une structure qui a des difficultés à acheter des bases de données ou à investir des outils, quels sont les meilleurs outils en accès libre pour cibler des entreprises, sachant que les bases de données CCI sont payantes? Oui, puis alors, ne sont pas toujours ultra à jour sur les données qui vous intéressent. Bon, je ne peux pas faire de consultation en ligne, mais je dirais que la clé, c'est de partir de vos réseaux. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer des mailings ou des emailing quantitatifs sur votre région, essayez de voir s'il n'y a pas déjà un premier cercle, de vous connecter à des syndicats d'entreprise, de vous connecter à des comptables, à des gestionnaires de patrimoine qui vont pouvoir vous pointer les entreprises les plus affines avec vos causes ou qui ont une capacité de don. Le travail en réseau est incontournable pour le mécénat. Et on a une petite question sur une personne qui a un doute sur la différence entre convention de partenariat et convention de mécénat. Alors, tout simplement, le mécénat, c'est un don. Et donc, les règles du mécénat sont que la contrepartie, elle est minoritaire dans l'échange de valeur, maximum 25% de la valeur du don. Et donc, dans cette convention de mécénat que je recommande vraiment, et l'IDEAS ne me contredira pas, vous fixez les règles qui régissent la relation. C'est notamment une manière de ne pas se laisser envahir par de ne pas se laisser envahir par un mécène ou une entreprise ou une fondation qui voudrait prendre trop de place dans votre gouvernance ou dans votre plan de communication. Le plan de partenariat, c'est une transaction, donc c'est la liste de ce que vous apportez et de ce que le partenaire apporte et la valorisation financière de l'échange. C'est comme du sponsoring. Donc, si vous invitez une entreprise dans vos actions, il vous faut valoriser la valeur de visibilité que vous lui offrez, comme du sponsoring. Merci. Alors, il nous reste peu de temps et on a... Vivien, tu voulais nous présenter la dernière étape. Voilà, merci Catherine. Je voulais juste vous mentionner cette bulle pour aller plus loin, qui est assez importante parce que ça vous renvoie ici, là en bas à droite, également à une bibliographie. Et voilà, c'est important on a fait ce travail donc avec Catherine, AFF, IDEAS. C'est un travail collaboratif et partenarial. Et au-delà des ouvrages de référence qui sont indiqués dans la partie à droite, dans la colonne de droite en haut de l'AFF et du guide des bonnes pratiques IDEAS, on a également souhaité vous mettre des sources qui nous ont été très utiles et qui sont des sources de notre secteur. Je vais en citer quelques-uns: Recherche et Solidarité, le Don en Confiance, France Générosité, la Fondation de France, l'Admical, les entreprises pour la cité. C'est important de citer toutes ces personnes avec qui nous collaborons, puisque ça fait
ça illustre vraiment cette stratégie d'alliance qui est si importante aujourd'hui et qui va avec la vocation qu'ont les associations d'innover pour faire grandir le métier. C'est ce qu'on fait, nous, avec le Rameau, l'AFF et le Rameau, sur une formation sur les modèles socio-économiques. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec IDEAS, et c'est vraiment une chose particulièrement importante et que je voulais soulever, que je voulais vous partager ici. Ne pas l'oublier, et on en est la preuve vivante. Voilà, je voulais juste vous le signaler. Et peut-être qu'on a le temps de prendre encore une ou deux questions, s'il y en a, Héloïse. Alors, pour l'instant, je n'en vois pas, Vivien. D'accord. En tout cas, on a plein de messages de remerciements. Vraiment, bravo à tous les trois. Merci beaucoup Sylvie et Catherine et Vivien. On a vraiment des messages de remerciements pour le partage et pour cette présentation très synthétique. Donc voilà, bravo à tous. Merci Héloïse pour l'accueil. Merci à tous. Merci à tous pour votre Merci participation. beaucoup. Merci beaucoup, et je le redis, Catherine Sudre de Cosenco, Sylvie Cornu d'IDEAS et l'AFF, on vous remercie tous pour votre participation et pour votre intérêt pour cette checklist du fundraiser. Et je vais juste terminer avec une petite annonce, parce que vous êtes nombreux à l'avoir demandé et que c'est bientôt Noël. C'est qu'on va sortir ce guide sous format PDF téléchargeable. Voilà, juste nous donner un tout petit peu de temps pour le réaliser. On va essayer de faire ça début 2022. Et là, j'ai partagé dans la conversation déjà le lien, donc je peux vous le repartager. Je vois qu'il y a des messages à nouveau. Attendez, je vais vous le recoller. Et vous pouvez déjà le consulter. Il est en libre accès. Il est en libre accès sur le site de l'AFF. Gratuit. Voilà, exactement. On va vous remettre tout ça avec le lien du replay dans un mail, sans doute tout à l'heure. Voilà, encore une fois, un grand merci. Merci Sylvie, merci Catherine, merci Héloïse. Merci. Et puis, une très belle journée à tous. Merci beaucoup.